soirs sont bien au rythme de rencontres, d'échanges. la grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs, Le grand lieu d'expression et de débat lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit, curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit, qui aident à prendre la mesure des choses, À éclairer le présent et l'avenir. dans l'espace et dans le temps. Oui, Bronislas Guérémec, merci d'avoir accepté d'emblée la présidence de ces 5e rendez-vous de Blois, en dépit de la surcharge de votre emploi du temps lié à vos multiples activités internationales, et d'être là ce soir pour nous faire bénéficier de votre présence discrète et lumineuse pendant tous ces jours et de votre savoir. Vous êtes Bronislas Guérémec, polonais, français, européen, mondial sûrement. Vous êtes certainement le moins étranger des étrangers, le plus central de l'Europe centrale. Vous n'êtes pas seulement un grand témoin de notre temps, mais un acteur de premier plan de son histoire et un historien à part entière. Vous êtes un homme engagé profondément dans ces 2 siècles, le XXe siècle qui nous a quittés, mais que vous avez fait, et le XXIe siècle que vous ouvrez. Acteur, vous avez été un fondateur aux côtés de Lech Walesa, de Solidarność. Vous avez été un artisan de la Pologne démocratique et de la chute du mur de Berlin. Lutte dure, dont l'issue alors était incertaine et qui vous valurent alors la prison et l'exil, il faut le rappeler. Député au Parlement européen, vous avez été ministre des Affaires étrangères de 1997 à la fin 2000. Et vous êtes un partisan déclaré de l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, enfin décidé, que la Pologne devra ratifier par un référendum, mais espérons-le, irréversible. Européen convaincu, vous pensez que là est notre force dans une mondialisation que menace l'hégémonie américaine. Tout cela fait de vous un grand témoin, un analyste averti, passionné et passionnant, des mutations politiques de notre temps. Et un certain nombre d'entre nous ont pu vous entendre hier dans le débat sur le 11 septembre. Mais cette qualité d'analyse, vous la devez aussi à votre pratique de l'histoire, qui fut votre vocation première. Médiéviste, admirateur de l'école des Annales, de Fernand Braudel, de Georges Duby, grand ami de Jacques Le Goff, que nous voulons saluer ici. Vous avez beaucoup vécu en France. Et la France, enfin, vous reconnaît. Enfin, ça fait longtemps qu'elle vous reconnaît, mais je dois annoncer une nouvelle qui, je crois, fera plaisir à beaucoup de gens ici. On vient d'annoncer que l'Académie française lui a décerné le Grand Prix de la francophonie. Et ça fait vraiment plaisir. D'emblée, vous avez choisi dans vos études historiques la marginalité, les problèmes de la pauvreté et de l'exclusion. Ce furent là les terrains de vos recherches. Un de vos tout premiers livres qui vous a fait connaître avec éclat au monde des historiens et aux autres, les marginaux parisiens au XIVe et XVe siècle. Vous avez publié beaucoup d'autres livres, je n'en citerai qu'un que j'aime beaucoup, La potence ou la pitié, l'Europe et les pauvres, du Moyen-Âge à nos jours. Et il y a une période d'ailleurs qui vous fascine, c'est cette période de la fin du Moyen-Âge où se passe tant de choses dans une mondialisation alors en route. Les problèmes de la pauvreté vous préoccupent toujours beaucoup, tant en Pologne, où vous me disiez hier qu'il y a aujourd'hui 18% de chômeurs, que dans le monde, et vous êtes un soutien actif, faut-il le rappeler, de ATD Quart-Monde. Alors le titre de votre conférence correspond à tout cela, puisque vous avez choisi de nous parler des stigmates de l'exclusion. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement Michel Perrault pour ses paroles. Il se trouve que j'ai pas eu encore l'occasion de remercier l'Académie française pour ce Grand Prix là de francophonie. Je pense que je peux le faire maintenant par l'intermédiaire de la France et la francophonie ici présente. Je vous exprime ma gratitude pour ce prix. Mesdames et messieurs, au terme de ces rendez-vous sur l'histoire consacrés à l'étranger,
Je voudrais dire d'abord que je suis plein d'admiration pour ce que la ville de Blois donne aux historiens et ce que les historiens donnent à la ville de Blois. Je crois que c'est très important qu'il y ait un lieu où on peut parler de l'histoire, discuter les problèmes de la place de l'histoire et de l'historien et de l'éducation dans la mémoire du passé. C'est très bien. Et c'est très bien aussi que ce choix a porté sur l'étranger. Je peux dire que c'était pour moi un privilège de pouvoir être associé à cette entreprise. Et maintenant, au terme de cette rencontre, après que toute une palette des sujets, d'événements, de situations humaines à des époques différentes, dans des sociétés différentes, a été présentée et discutée, on pourrait dire que nous savons comment le problème de l'étranger s'inscrit dans les différentes attitudes, assimilation, intégration, refus d'admettre une sorte d'apartheid à l'égard de l'autre et de l'étranger, les enfermements, les ghettos de toutes sortes, la haine, l'indifférence, l'amitié. Eh bien, je pensais qu'au terme de cette rencontre, il serait bon de nouveau poser la question de l'étranger et je la ferai à la lumière de ma propre expérience, l'expérience de l'historien, de chercheur. Puisque les thèmes de la recherche, les sujets de recherche ont tout comme les livres, une histoire. Haben sua fata libelli, eh bien, les thèmes de recherche aussi. Quand je suis venu la première fois en France, en 1956, et j'ai déclaré dans mes premières rencontres que je voudrais travailler sur les pauvres dans une société urbaine, que c'est le sujet de ma thèse, ça a suscité à l'époque certains doutes, inquiétudes. Inquiétude qui était tout d'abord épistémologique, cela concernait la recherche. La première réponse était: est-ce que vraiment les pauvres ont une histoire? Et je disais avec Lucien Febvre qu'il faut donner le droit à l'histoire à ceux qui n'en avaient pas. Mais on disait aussi que le problème concerne les possibilités de la recherche. Est-ce qu'il y a des archives pour l'étude de la pauvreté? Et il fallait trouver ces archives. Ainsi donc, j'ai trouvé en France une sorte de solidarité dans cette recherche. J'ai trouvé des compagnons dans mon intérêt pour les mal-aimés de l'histoire. Et j'essayais de situer ces mal-aimés de l'histoire non pas en bas de l'échelle sociale, mais en marge de la société. J'essayais d'introduire comme une façon de comprendre le problème, la marginalité comme référence, la marginalité comme un outil, un instrument de compréhension. L'appareil conceptuel de l'histoire, en fait, très souvent est formé dans le langage de tous les jours. Nous, les historiens, nous n'avons pas d'un vocabulaire technique et c'est le très grand avantage. Je voudrais beaucoup que l'histoire ne le perde jamais, qu'elle est accessible, qu'elle parle la langue de tous les jours. Mais quand on veut comprendre un phénomène, et finalement c'est ça, l'ambition première de l'historien, il faut avoir des instruments. Ces instruments, très souvent, sont formés par des métaphores, par des images. Et le concept de la marginalité sociale en est un exemple. À la base de ce concept, il y a une image de la société qui est un corps, à l'intérieur duquel il y a des divisions en catégories, mais aussi une sorte de division de travail, division de fonctions,
et aussi division de rôles sociaux. L'individu ou le groupe qui ne participe pas dans la division des rôles sociaux, dans cette division de travail, ou bien par sa propre volonté, le propre volontaire, par exemple, ou bien, le plus souvent, par exclusion, il est marginal. C'est l'école de Chicago, en sciences sociales et en sociologie, qui a, la première, formé le concept de la marginalité en avançant dans les années 20 l'étude surtout des minorités ethniques, des immigrants qui semblaient être, affirmé Thomas Burgess ou Park, qui étaient partagés entre deux mondes, leur monde d'origine et la situation d'arrivée, de culture, mais aussi de mentalité et des troubles psychologiques. Dans cette école, il y avait aussi des études de psychologie sociale, mais aussi des psychiatries concernant cette situation du marginal qui n'est pas acceptée dans la société d'accueil. À la même époque, dans la sociologie américaine, il y avait des études entreprises sur le hobo, sur le vagabond. C'est le travail de Nels Anderson en 1923, ou bien de Frederick Trasher sur les gangs américains, sur le lien social dans ces gangs de 1926. Dans l'école sociologique de Durkheim, dans l'école française, il y avait aussi une présence de ce problème. Il était assuré par un sociologue polonais travaillant autour de la Première Guerre mondiale, avant et après, à Paris, Stefan Czarnowski, élève de Mauss et de Hubert, qui a cherché une application à l'histoire, à des situations historiques différentes, du concept de la marginalité. C'est lui qui a formé la sociologie historique de la marginalité. L'étude de, comme il disait, des hommes superflus, de la population superflue, dans le mouvement social, dans la formation du mouvement fasciste en Italie et en Allemagne, prouvait que l'existence de ces conditions marginales pouvait devenir une source de grande crise sociale et psychologique. Et les précédents historiques qu'il a étudiés, le recrutement des armées de mercenaires, d'abord dans l'armée romaine, après les réformes de Marius, ensuite les condottieri italiens, et il essayait de continuer jusqu'au mouvement fasciste. Comment les marginaux inacceptés ou refusant l'entrée dans la société pouvaient être utilisés. Ainsi, l'accent était mis sur le déclassement, sur le déracinement social et culturel, qui pouvait être un déracinement de l'étranger, qui pouvait être le déracinement du pauvre. Cela se faisait en fait, surtout en bas de l'échelle sociale, puisque l'étranger riche, le voyageur riche, lui, il se promenait par des pays, par des situations différentes, avec les signes extérieurs de sa condition privilégiée, tandis que l'immigrant miséreux était stigmatisé par sa misère, par des signes de sa condition culturelle inférieure. L'étranger ne connaissant pas la langue, il était déjà stigmatisé. Jusqu'à maintenant, en polonais, on appelle l'allemand le muet. Le mot a été formé au Moyen-Âge. L'homme qui venait chez nous et qui ne savait pas communiquer avec nous était considéré comme un muet. Ainsi, donc, la non-participation dans la communication, ce sera important pour ce que je vais dire ensuite, avec un effet très important dans ce problème d'exclusion. Quand on décrivait dans un texte de début du XVIe siècle un jeune venant apprendre à l'école le métier du prêtre, on disait que la première chose, avant de lui enseigner le latin, c'était de lui enseigner comment dormir les yeux fermés, parce qu'il dormait les yeux ouverts.
Voyez tout ce que cela couvre. Cet étranger était différent jusqu'aux frontières du monde humain, du comportement humain. Et il dormait les yeux ouverts, comme parfois les animaux dorment les yeux ouverts. Et il fallait donc qu'il perde ces traits, ces signes extérieurs de son altérité. J'appliquais à quelques reprises ce mot de stigmate pour décrire la situation, et je le fais en me référant aussi à une étude sociologique de tout premier ordre, l'étude publiée par Erving Goffman en 1963 sur les stigmates et l'importance des stigmates dans la condition sociale. Stigmate caractérise la situation d'un individu qui est exclu ou qui est disqualifié, comme disait Goffman, de l'acceptation sociale complète. Les Grecs, en effet, considéraient stigma comme l'ensemble des signes corporels qui exprimaient quelque chose de surprenant, mais mauvais, moralement et socialement, dans les statuts des individus. Il s'agissait des personnes blâmées, des personnes marquées comme des esclaves. Contre ce concept de stigmate, on pourrait opposer les stigmates chrétiens, signes de la sainteté, mais les stigmates dans la vie sociale, comme introduisant la distinction, ne concernaient pas les saints, même le contraire des saints. Goffman disait qu'il faut considérer comme une personne avec les stigmates, en fait, un individu, un groupe d'individus qui ne sont pas tout à fait humains, que n'appartiennent pas entièrement au genre humain. Et la pratique de la stigmatisation confirme cette intuition du sociologue. On peut dire que les stigmates sont le produit des craintes, de la peur, de la haine, que ces stigmates jettent l'ombre même sur la compassion, parce que le pauvre, au début de l'époque moderne, à la fin du Moyen-Âge, 15e au 16e siècle, les pauvres devaient obtenir des signes leur permettant de profiter de l'aumône. Et ensuite, pour simplifier les choses, on demandait qu'ils portent ces marques qui leur donnaient droit aux aumônes. C'était le premier pas à l'exclusion du pauvre. Les stigmates imposés aux pauvres, en fait, étaient un signe de la condition inférieure. Ainsi donc, si nous pensons à appliquer ce terme de marginalité sociale, ce terme des stigmates à la situation de l'étranger, il faudrait dire que nous avons tout un éventail dans l'expérience historique européenne des attitudes à l'égard de l'étranger, de la peur à la haine, l'ethnocentrisme, xénophobie, mais aussi la sympathie à l'égard de l'étranger, cette sorte d'amitié gratuite ou de fraternité. L'animosité à l'égard des étrangers est un élément qui peut être considéré comme le facteur de formation d'une communauté. Si nous voulons une communauté, on a presque besoin de se définir par rapport à ceux qui n'appartiennent pas à la communauté, donc aux étrangers. Mais dans les sociétés dites traditionnelles, on peut détecter une surprenante cohabitation, si j'ose utiliser ce terme, des sentiments de l'hostilité à l'égard de l'autre et de l'hospitalité à l'égard de l'autre. Regardez combien voisins sont les termes de hostis, l'ennemi, et les termes hospes, hôte, sont les termes qui voisinent, non seulement sémantiquement, mais aussi socialement. En fait, le dualisme d'attitude pratique à l'égard de l'étranger a à l'origine les mêmes raisons. L'hospitalité à l'égard des étrangers contient un effort à apprivoiser les étrangers. Si on les craignait,
on leur donnait quelque chose, on avait la chance de parfois les priver des forces magiques mauvaises dont il était supposé de disposer. On les attribuait. Et dans cette hospitalité, on allait très loin. Marco Polo, dans ses voyages en Asie, décrit à quel point l'étranger est bien reçu par ceux qu'il visite, qu'on lui offre tout, que le maître de la maison lui offre aussi les services sexuels des femmes qui lui sont soumises, de sa femme, de ses filles. Et Marco Polo, en décrivant cela, décrivait quelque chose de surprenant, de dépassant la compréhension. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'à l'origine de ce geste de l'hospitalité et les sentiments de l'altérité, des craintes que l'autre suscitait, des dangers que l'autre pouvait apporter à la maison et à la famille. Dans l'imaginaire médiéval, la notion de l'étranger avait une dimension géographique particulière qui dépassait bien l'expérience des contacts directs. Aux peuples de terres éloignées, on attribuait non seulement un train de vie, des habitudes, s'inscrivait dans un horizon onirique, un horizon des rêves, prenait la forme ainsi de pays peuplés par des étranges créatures, des monstres en fait. L'étranger prenait la forme d'un être mi-humain, mi-animal. On attribuait à ces étrangers éloignés des traits qui, aux confins de la terre, faisaient apparaître de gens avec des cornes, des queues, des sabots aux pieds, des non-humains ou pas tout à fait humains. Et dans l'idée concentrique de l'univers qui est propre au Moyen-Âge, où Jérusalem était au centre, entourée par le peuple chrétien, la chrétienté, la christianitas, et ensuite, plus loin, le peuple d'Israël et le peuple d'Islam, en dernier cercle, les barbares, mais en marche, après les barbares et voisinant avec les barbares, il y avait des monstres. Une carte de 1235 attribuée à Geoffrey de Tilbury, dite carte d'Epstoffe, sur les terres lointaines et inconnues, présente les images des monstres. Des hommes avec les têtes de chiens, des oreilles énormes, le tronc des animaux, présentaient une sorte de sphère intermédiaire entre le monde civilisé et pas les barbares, mais les animaux. Thomas de Cantempré, dans son traité de Naturis Rerum, décrit plus de 40 types de monstres qui se trouvent donc le plus loin de nous, en marche de la Terre. Ces créatures étranges, les exclus de l'humanité, avaient une forme physique, un aspect physique externe qui est l'expression de l'exclusion. Toute cette tératologie médiévale, cette science des monstres et l'imaginaire des monstres crée une stigmatisation de l'exclusion qui trouvera sa continuation dans toute la propagande raciste du XXe siècle. Et la Bible fournissait des références de base aussi pour la compréhension de la division de l'humanité en nous et eux, ou dans une hiérarchie de peuples. L'étranger par excellence, ne l'oublions pas, c'est l'ange déchu. Les diables est décrit comme alienus, comme l'étranger, comme l'autre, parce qu'il refuse d'obéir à Dieu. Ainsi, nous voyons l'étranger dans le contexte de l'aliénation du Dieu, de l'homme aliéné de Dieu. Mais aussi
dans la littérature patristique apparaît la notion que les chrétiens sont des étrangers sur la terre. Ils sont des non-citoyens dans leur pays, mais citoyens du ciel. C'est donc l'étranger qui apparaît dans la formule de l'aliénation du monde. Cet homme aliéné du monde, l'étranger sur la terre, c'est homo viator, donc l'homme qui voyage, mais les chrétiens. Et puis, ce couple de hostilité-hospitalité obtenait aussi une sanction religieuse parce que les étrangers à la communauté, mais non pas étrangers à la communauté religieuse, étaient considérés comme ceux qu'on devait recevoir avec confiance et avec un geste d'hospitalité. L'étranger par excellence devenait celui qui était l'homme ou femme d'une autre religion. Et les peuples d'autres religions considérées par les chrétiens comme des barbares donnaient l'occasion à former des stéréotypes. Par exemple, le stéréotype anti-arabe pendant les croisades, les stéréotypes des Sarrasins arabes comme descendants de Caïn. Les Mongols au XIIIe siècle, les Tartares, considérés comme des émissaires de l'enfer venant de la terre légendaire de Gog et Magog, étaient considérés aussi comme ces autres dangereux. L'analyse de Cracovie du XIIIe siècle parlant des Tartares souligne qu'ils sont cruels parce qu'ils sont pareils aux bêtes et pas aux créatures humaines. Dans les interprétations de la diversité ethnique, il y avait en plus une place pour l'application de la légende de Japheth, Sem et Cham, des fils de Noé, à l'histoire des nations. Tout comme les historiens de l'Antiquité, Joseph Flavius en premier lieu, les chroniqueurs médiévaux exploitaient cette histoire des fils de Noé pour présenter des introductions généalogiques à l'histoire de leur peuple. La lignée de Japheth, c'est l'Europe, c'est la chrétienté. La lignée de Sem, c'est Asie. Ce sont les Hébreux en premier lieu. La lignée de Cham, ce sont les païens, c'est l'Afrique. Ainsi apparaissait une hiérarchie de peuples, une sorte de disqualification continue de ceux qui ne sont pas de notre cercle culturel. L'étranger, dans la vie réelle des sociétés médiévales, se situait par rapport à l'horizon local, à la communauté, au marché local. Les coutumes, l'habillement, les savoirs et même la langue utilisée, le dialecte utilisé, pouvaient discerner les gens, les individus et les groupes sur le plan local. Les structures de l'administration et du pouvoir, aussi bien dans l'État que dans l'Église, généraient aussi un sentiment de l'appartenance nationale. L'attitude de séparation par rapport aux autres en faisait partie et présentait parfois certains traits de xénophobie. Dans les universités où se retrouvaient les nationaux venant de toutes les directions géographiques, on observait les différences nationales à travers une production littéraire satirique allant très loin. Et parfois, on voyait une longue continuité de ces stéréotypes mauvais, mais parfois aussi des ruptures. Par exemple, on ne disait pas « sous » comme polonais, mais on disait « sous » comme un allemand. Ainsi, sans importance, on peut dire, la forme satirique, il y avait les rires. Mais derrière les rires, il y avait un stéréotype de l'hostilité. Et il y avait parfois un stéréotype xénophobique. À l'origine des attitudes négatives à l'égard des étrangers, on peut déceler d'abord l'ignorance de l'autre. La connaissance directe, pas toujours dissiper cette ignorance. Bien entendu, quand on voyait cet étranger, on voyait qu'il n'a pas de cornes. On ne pouvait plus accepter que l'étranger doit avoir le corne. Mais avec un tout petit peu de mauvaise volonté, on pouvait dire qu'il sait bien cacher ses cornes. Ainsi, donc, c'est pas seulement l'ignorance,
qui formulait les stéréotypes négatifs. C'était aussi la volonté de se séparer de l'autre. L'émigration, en fait, menait à un brassage ethnique. Elle menait de la même façon qu'aussi les grands courants de la colonisation rurale, l'arrivée des colons dans des terres très éloignées, la migration des artistes, la migration des artisans au Moyen-Âge pouvait en fait être la preuve que l'Europe s'est formée dans le brassage ethnique. Les migrations des marchands, les contacts marchands en premier lieu. Le trésor profitait de ces migrations. Le peuple aussi profitait de ces migrations. Mais la connaissance directe ne dissipait pas les stéréotypes négatifs, ne faisait pas disparaître l'ignorance. On pouvait attribuer aux étrangers la monstruosité merveilleuse, celle qui est à la limite du réel et du merveilleux. Mais on pouvait aussi attribuer la monstruosité du comportement négatif. Et c'est ça, le plus souvent, le cas. On peut dire qu'au Moyen-Âge, donc, cela concernait en premier lieu la distinction religieuse, et cela concernait aussi la distinction exotique. Permettez-moi de dire 2 mots seulement sur 2 grands sujets qui ont été traités abondamment pendant le rendez-vous de Blois. Je pense au cas des Juifs et le cas des Tziganes. Le cas des Juifs, l'unité de la chrétienté s'affirmait par la négation des autres. Au cours des croisades, une justification de l'adversité trouvait son expression non seulement à l'égard des musulmans, mais aussi par rapport aux Juifs. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, déclare dans sa lettre à Louis VII, vers 1146, qu'il faut punir les Juifs en tant que plus coupables à l'égard du Christ avant les musulmans. Une propagande utilisant comme moyen de réactualisation la Bible et le meurtre des Christ servait ainsi donc à introduire cette distinction dramatique. Et on cherchait du côté des 2 communautés, aussi bien de la communauté des Juifs que de la communauté chrétienne, que la séparation se fasse, parce que autrement, dans la vie des uns et des autres, non seulement le danger pour la religion s'introduisait, mais aussi l'impur s'introduisait dans le rapport de tous les jours. Ainsi, Innocent III, dans la lettre à Hervé, comte de Nevers, au début du XIIIe siècle, dit des Juifs qu'ils doivent être comme Caïn, vagabond, promenant par les terres. Ils devraient être épargnés, mais en tant que vagabonds et seulement comme des vagabonds. Robert Grosseteste disait que c'est un peuple vagabond et fugitif. Ainsi, les ennemis de la croix devaient être non seulement considérés comme des vagabonds, mais aussi ils devaient mener la vie des vagabonds. Le 4e concile de Latéran, de 1215, introduit la distinction vestimentaire des Juifs. Les Juifs devaient porter, tout comme les Sarrasins, un signe pour se distinguer des chrétiens de façon visible. Ce signe juif apparaît au XIIIe siècle déjà comme un morceau de drap rond de couleur jaune, parfois de couleur rouge. Il y a toute une série de différents signes, différentes formes, différentes couleurs dans les pays différents qui devaient faire distinguer et qui deviennent les signes d'infamie, qui ne l'étaient pas. Si on croit à l'origine, à ce qui est exprimé dans les décisions aussi bien du Concile que des déclarations pontificales, ça devrait en fait protéger ceux qui pouvaient être soumis à des haines populaires. Ça devait être les signes de la protection. C'est devenu les signes d'infamie et les signes de la honte, les signes de la peur. Et ensuite, les exclusions médiévales des Juifs, de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne. Les Tziganes, les Romains, appelés bohémiens,
égyptiens, tziganes, apparaissent en Europe au cours du bas Moyen-Âge, et ce sont des étrangers par excellence. Il est difficile de voir un groupe ethnique dans ces étrangers vagabonds, mais ils se déclarent eux-mêmes d'appartenir à un groupe particulier. Ils disent qu'ils sont en train de chercher par le monde la compréhension pour leurs péchés. Ils ont perdu à un moment, disent-ils, la foi chrétienne. Et puis, regardons comment les chroniques médiévales les présentent. Les merveilles venues d'étrangers du pays d'Égypte, Saras, 15e siècle, 1424. Païens de peau sobre, misérables, c'est Berne. Sarrasins, couleur noire de leur peau. Un peuple qui me ne plaît pas, dit le chroniqueur, c'est Bâle. Ils se disent de l'Inde. Déjà, au XVe siècle, il y a l'apparition de cette thèse de l'origine indienne des Roms. Ils vont à Rome pour le baptême. Et ils ressemblent aux animaux, dit le chroniqueur de Forlì en 1422. Les plus laides femmes qu'on puisse voir, déclare le chroniqueur parisien, le bourgeois de Paris. Et ils ressemblent aux animaux, dit le chroniqueur de Mâcon. Fin XVIe siècle, dans Cesare Ripa, Iconologia, 1592, on présente les stéréotypes ou les modèles employés dans l'art, les emblèmes. Et voilà, il y a une bohémienne qui est l'emblème de la pauvreté, parce qu'on ne peut pas trouver un être humain qui serait plus pauvre, qui n'a rien, s'il ne le dérobe ou mendie, n'a pas de noblesse, n'a pas de goût, ni l'espérance de quelque chose du noble qui est nécessaire dans la vie. Voilà comment on présente ces étrangers venus d'abord sur les confins de Byzance, ensuite se déplaçant vers l'Europe centrale, la Hongrie et la Pologne, arrivant ensuite en France, Italie, Angleterre. Ainsi donc, nous voyons comment les attitudes collectives à l'égard des étrangers laissent penser que la haine et la peur sont contagieuses. Il serait néanmoins douteux d'en conclure que les étrangers dans les sociétés d'Europe pré-industrielle étaient condamnés à l'exclusion. On pourrait penser que quand même la vie fournissait des solutions, des compromis. Les Égyptiens, les Bohémiens, gypsies, chassés de l'Angleterre au XVIe siècle, trouvaient une place pour eux en France et en Espagne. Les Juifs, chassés de France au XIVe siècle, trouvaient un refuge en Alsace ou allaient vers la Pologne. Ainsi donc, l'altérité ethnique suscite la crainte. Mais ce que semble important dans toutes les attitudes xénophobes, dans les sociétés médiévales et modernes, c'est que ces fantasmes entourant l'image de l'étranger sont soumis à une certaine logique et ne s'expliquent pas par seulement le merveilleux. Ils séparent les uns des autres. Ils séparent eux de nous. Et il faut que cette séparation a des traits extérieurs. Si la langue, l'habillement, la nourriture ne suffit pas, on ajoute les traits non humains, comme les cornes, l'odeur, comportement similaire à celui des bêtes. Et la communication avec l'étranger, difficile ou impossible, est aussi un de ces traits de non-humanité de l'étranger. Les attitudes xénophobiques concernent l'étranger qui vient de loin, mais qui est près de nous. C'est Georg Simmel, le sociologue allemand du début du siècle dernier, qui soulignait qu'en fait, l'étranger, c'est le lointain qui est près, le lointain qui vient chez nous. Et il fallait ce lointain, d'une certaine façon, séparer
C'était pas seulement le cas de l'étranger, c'était pas seulement le cas de quelqu'un qui n'appartient pas à notre religion, mais c'était aussi le cas de l'hérétique. Hérétique devait porter sur sa robe, il devait porter un signe. La prostituée devait porter un signe sur sa robe. Et on expliquait cela, que la raison pour cette stigmate imposée, c'est qu'une fois, à Notre-Dame, la reine de France, par mégarde, a donné l'embrassement de la paix à une prostituée. Pour qu'on ne puisse plus faire cette erreur, il fallait qu'elle porte un signe sur le vêtement. Cela concernait le lépreux, celui qui devenait dangereux, mais qui devait être exclu et qui était exclu. Et chose curieuse, cela concerne encore les arrière-petits-fils des lépreux. Les cagots, en fait, n'ayant rien sur le plan médical, sur le plan génétique, avec le porteur de la lèpre, devaient porter les stigmates pour qu'il ne puisse pas se marier avec nous et pour qu'il ne puisse pas produire des choses que nous soyons amenés à s'en servir. Mesdames, Messieurs, je voulais de cette façon souligner combien important est voir d'abord comment se présenter l'attitude à l'égard de l'étranger. Parce qu'en fait, c'est nous qui créons les stigmates négatifs de l'exclusion de l'étranger. C'est l'étranger lui-même qui devrait se définir comme étranger, et parfois il le fait. Mais est-ce que cette réflexion sur la séparation de l'étranger, sur la marginalité de l'étranger, sur la stigmatisation de l'étranger, est-ce qu'elle nous donne quelque chose à nous, citoyens du XXIe siècle? C'est la question éternelle. Est-ce que l'histoire enseigne comment vivre? Est-ce qu'elle est ce grand professeur de la vie? Et à cette question, il faudrait répondre avec modestie et avec courage. L'histoire reste en rapport intime avec le présent. C'est l'observation de l'actuel qui très souvent souffle les thèmes de recherche et surtout définit l'intérêt vers l'histoire. Et les controverses sur l'histoire, très souvent, sont des controverses sur notre temps, sur l'actuel. Et il est important de comprendre l'actuel. Quand Marc Bloch, jeune historien, participait au Congrès international des sciences historiques en Suède, à Stockholm, la première chose que lui a dit les grands maîtres de la médiévistique de l'époque, l'historien belge Henri Pirenne, il faut que vous alliez voir l'Hôtel des Villes de Stockholm qui vient d'être terminé parce que l'historien doit être sensible à l'actuel, au présent. Je suis persuadé que l'étranger est un grand thème de l'histoire. Je suis persuadé aussi que le débat sur l'étranger aide la compréhension de nos problèmes actuels. Mais comment? De quelle façon? La vieille Europe vieille dans le sens de son parcours culturel, vieillit dangereusement. Elle a de moins en moins d'enfants. Elle vieillit démographiquement. Pour assurer l'équilibre entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus, l'Europe tout entière, en premier lieu l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Espagne, ont besoin d'immigration. Et il faut dire le chiffre dramatique qui est présenté dans les études démographiques, que cette Europe, vieille Europe occidentale, aura besoin
au cours de 20 ans à venir, de plus de 20 millions d'immigrants. Si c'est ainsi, il faut voir aussi à l'autre bout de l'Europe ou du continent euro-asiatique, en Russie, que l'actuel taux de mortalité extrêmement élevé fait que la Russie, si la courbe continue, de 140 millions d'habitants, descendrait au cours des 10 ans à venir à 120 millions. Et quand on pense dans ce contexte, aux lumières de Brindisi, j'utilise les titres de cette série faite à l'inspiration de l'initiative de Georges Semprún sur les immigrés d'Albanie venus jusqu'à Brindisi, voyant les lumières de la ville qui pour eux étaient la lumière de la liberté, de la prospérité, et qui en étaient ensuite repoussés. Comment c'est possible? Est-ce que c'est un problème économique? C'est un problème économique, mais qui a une importance contraire aux politiques que nous pratiquons à l'égard de ces étrangers. C'est donc tout d'abord un problème culturel, problème dramatique. C'est un problème que nous devrons mieux comprendre et poser la question à la lumière de l'expérience européenne du millénaire qui se termine. Et le problème, c'est comment, par l'éducation, former une nouvelle attitude à l'égard de l'étranger, à l'égard de l'autre, parce que ce sont les nécessités qui forment le mieux les vertus. Nous sommes en face d'une nécessité. Il me semble que l'histoire ne peut pas donner des leçons au présent, des leçons de bonne conduite à l'Europe contemporaine, mais quand même, c'est un champ d'expérience vécu qui devrait aider à réfléchir, à étudier, à faire des analyses critiques, à former des attitudes au cours d'un processus éducatif. Et je pense à 3 choses qui sont importantes à la lumière de cette passée en revue des problèmes de l'histoire européenne. D'abord, que l'Europe est faite par la rencontre entre les barbares et le christianisme, que jusqu'à la christianisation de la Lituanie à la fin du XIVe siècle, l'Europe s'est cherchée dans le contact avec l'autre, avec ceux qui n'étaient pas chrétiens. Et le métissage culturel précédait la formation de l'horizon ethnique et national en Europe. D'une certaine façon, nous sommes tous des étrangers. Deuxièmement, il faut savoir accepter la diversité, y compris les différences physiques, de couleur, de peau, de l'encadrement des yeux, de l'habillement ou de la coiffure. Il ne faut pas la différence considérer des stigmates. Commençons par cela. Accepter les différences et ne pas en faire des stigmates. Et troisièmement, il faut essayer de déstigmatiser les étrangers, ne pas craindre le métissage. La France en est le meilleur exemple. Un Polonais ne pourra jamais oublier que la France était non seulement un pays d'accueil, mais un pays accueillant. 19e siècle, après l'insurrection de novembre, après 1830, la France qui a accepté les émigrés politiques. Ensuite, fin 19e siècle, début 20e siècle, la France qui a accepté les émigrés polonais dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Et puis, après la dernière guerre, aussi l'émigration politique. C'est en France qu'il y avait les centres de rayonnement politique de cette émigration polonaise. Donc, il y a des traditions, il y a des expériences auxquelles on peut se référer. Je sais bien que Paul Valéry a dit que l'histoire est le pire poison que la chimie de l'intellect humain a inventé. Et quand on regarde l'expérience des Balkans, les expériences historiques où l'histoire
était considéré ou était utilisé comme un moyen de la haine, on pourrait donner raison à cette phrase de Paul Valéry. Mais je pense quand même que l'histoire a formé les attitudes de solidarité et de fraternité. Et je ne pense pas à un message qui serait didactique ou rhétorique. Mais je crois que vraiment l'expérience de la vérité que nous les historiens, nous les lecteurs et les consommateurs de l'histoire, et aussi les jeunes qui apprennent l'histoire dans les écoles, ils devraient considérer non seulement des messages de l'histoire, mais des grandes interrogations. L'étranger en est eu. Je vous remercie.